crois qu'une manière de parler de ce potentiel de destruction, parce que quand on cause en kilotonnes, c'est pas très compréhensible, on a du mal à visualiser ce que ça veut dire, c'est d'utiliser la comparaison, ce qu'on fait très souvent, avec ce qui s'est passé à Hiroshima. Donc Hiroshima, première bombe nucléaire utilisée au-dessus d'une ville, donc le 6 août 1945, qui a fait pratiquement 200 000 morts, détruit entièrement la ville. Cette bombe-là, c'était la première utilisation de la bombe nucléaire. Et maintenant, si je prends rien que pour la France, les bombes nucléaires qu'elle possède, elle a deux types de bombes nucléaires. Donc une qui va dans les sous-marins, une qui va sous les avions Rafale, qui sont destinés à faire des frappes d'avertissement. La plus petite bombe française équivaut à 20 fois celle d'Hiroshima. Donc on imagine des villes qui sont 20 fois plus grandes qu'Hiroshima, qui peuvent être détruites avec une seule des bombes françaises, qui est la plus petite. La France en tout a 300 bombes nucléaires. Et dans les sous-marins, il y a l'équivalent, puisqu'il y a un sous-marin en permanence à la mer, l'équivalent de 1000 fois Hiroshima en termes de destruction. Et quand c'est un sous-marin, quand le président de la France déciderait que le sous-marin doit lancer ses bombes nucléaires, il les enverra toutes à la fois, parce que sinon après il est repéré et il est détruit par l'ennemi. Donc il les enverrait toutes à la fois. Et donc 1000 fois l'équivalent d'Hiroshima. Pour donner une autre image, la France a calculé le nombre de bombes nucléaires qu'elle avait besoin pour son arsenal, qu'elle estimait avoir besoin, parce que c'est encore là, les mots ont tout leur sens. Elle a calculé qu'il fallait qu'elle puisse détruire l'équivalent de la France chez l'ennemi, désigné par la France, par le gouvernement de la France. Donc l'équivalent de 66 millions de personnes, donc l'équivalent du nombre de Français, et l'équivalent d'une surface territoriale à peu près équivalente aussi à la France. C'est comme ça que la France a proportionné son arsenal nucléaire. Et elle est un des pays qui a, on va dire par rapport aux autres puissances nucléaires, notamment les États-Unis ou la Russie, a un nombre de bombes nucléaires relativement limité. Elle parle de stricte suffisance. C'est la conception qu'ils ont. C'est de 300 bombes. Les États-Unis ou la Russie ont l'équivalent de 1500 bombes à l'heure actuelle, chacun. Donc on imagine l'équivalent de la destruction que ça peut provoquer. Surtout qu'après, il y a différentes formes. Il y a la destruction immédiate. Au moment où la bombe tombe, ça fait une boule de feu qui va brûler sur une surface assez importante de manière immédiate. Elle va pulvériser tellement la chaleur est extrêmement importante, tout ce qui est sur place. Mais il y a aussi les effets à retardement, bien évidemment, qui vont faire que les personnes qui sont à plusieurs kilomètres du centre où la bombe est tombée, si on reste toujours dans le cas d'une bombe équivalente à celle que je vous disais de 20 fois Hiroshima pour la France, les gens à plusieurs kilomètres vont être tués soit par le souffle assez rapidement, soit à plus long terme, pour ceux qui sont encore un peu plus éloignés, par l'effet de la radioactivité, bien évidemment, qui vont inhaler, qui va rentrer dans le corps et qui vont les détruire. Des études ont été faites aussi que s'il y avait un conflit, elles ont été faites un conflit entre l'Inde et le Pakistan, aussi, qui sont deux puissances nucléaires. Si elles échangeaient quelque chose comme une dizaine de têtes nucléaires chacune, ça créerait ce qu'on appelle l'hiver nucléaire, parce que ça dégagerait tellement de poussière, ne serait-ce que par le fait que ça brûlait, donc de poussière noire, que ça obstruerait le soleil, que les rayons X ne pourraient plus traverser, venir sur la Terre, et donc
ça entraînerait un appauvrissement, une incapacité à l'agriculture de fonctionner, aux légumes de pousser, aux gens de vivre, puisque si on n'a plus le soleil, les rayons du soleil, on ne peut plus le vivre, et donc ça créerait une famine, une destruction à long terme, pratiquement très très rapidement, quasi de l'ensemble de la planète, très très rapidement. Donc quand on voit qu'on a encore toutes ces bombes nucléaires dans le monde, évidemment que c'est difficile à calculer combien de fois la planète pourrait être détruite, puisqu'une seule fois suffit, de toute façon. Mais ça se compte en dizaines ou en centaines de fois que la planète pourrait être détruite, ce qui est complètement absurde. Il suffirait, enfin, même dans leur propre logique des puissances nucléaires, il suffirait qu'ils aient que quelques dizaines de bombes, ça leur suffirait pour détruire la planète. Donc ils n'en ont pas besoin d'en avoir chacun autant dans leur arsenal. C'est complètement, effectivement, absurde. Il n'y a pas d'autre mot à utiliser que celui-là. C'est vraiment des logiques de puissance, de montrer qu'on est le plus fort. C'est presque des jeux de cours de récréation, j'ai envie de dire, de celui qui en a le plus. Mais ce n'est pas du tout des logiques, même militaires ou stratégiques, qui nécessitent d'avoir autant de bombes nucléaires par les 9 puissances, puisque seulement 9 puissances dans le monde ont ces bombes nucléaires, et elles ont empêché, à travers un processus à l'ONU de traité de non-prolifération, aux autres États d'avoir ces armes nucléaires. Donc peut-être pour rappeler, puisque tout le monde n'a pas la liste de ces pays en mémoire, donc les deux principaux, c'est États-Unis et Russie, qui possèdent à peu près 90% des têtes nucléaires dans le monde. Après, on a un autre groupe, Chine, France, Royaume-Uni, qui ont à peu près chacun autour de 300 bombes à 400 bombes nucléaires. Et ensuite, on a l'Inde et le Pakistan qui ont l'équivalent de 150 bombes nucléaires chacun, la Corée du Nord et Israël qui a une centaine de bombes nucléaires. C'est ça les 9 pays qui ont actuellement un arsenal nucléaire, contrairement à la législation internationale, puisque l'arme nucléaire est interdite au regard du droit international. Interdite non seulement d'usage, parce qu'elle contrevient à toutes les règles du droit de la guerre qui ont été mises en place au fil des années. Il y a un droit de la guerre, on n'a pas le droit de faire n'importe quoi, les États n'ont pas le droit de faire n'importe quoi, les armées n'ont pas le droit de faire n'importe quoi quand elles font la guerre, normalement, même si elles ne respectent pas toujours ces règles-là. Et donc, l'arme nucléaire est hors catégorie, j'ai envie de dire, du droit international qui s'applique à la guerre. Et de plus, depuis 2021, est rentré en vigueur, au niveau du droit, un traité d'interdiction des armes nucléaires, que bien sûr les puissances nucléaires refusent, ne veulent pas signer, mais ce traité d'interdiction des armes nucléaires fait partie de la légalité internationale et est donc en vigueur depuis le mois de janvier 2021. Donc effectivement, au-delà même des éléments rationnels, le danger vient aussi qu'il peut avoir à un moment donné dans les relations, dans des moments de tension, des mauvaises interprétations, bien évidemment, de ce que fait l'ennemi, et donc de riposte, parce qu'on est dans des délais extrêmement courts. Les missiles qui transportent les armes nucléaires sont de plus en plus rapides pour traverser, pour aller d'un point à l'autre de la planète. Et donc le temps de réaction avant d'être anéanti, ou de penser qu'on peut être anéanti, est extrêmement court. Et donc le président de ce pays-là doit réagir, mais quasi dans les 10 minutes. Il doit prendre sa décision de riposter, de lancer en tout cas sa riposte, pratiquement dans les 10 minutes.
Et donc c'est là où on peut avoir des risques d'interprétation et des prises de décision d'envoyer des missiles alors que l'ennemi présumé n'a pas, lui, envoyé des missiles nucléaires. Et se retrouver face à une situation où ces missiles nucléaires vont venir exploser au-dessus des villes, puisque les cibles des missiles nucléaires, c'est les centres de pouvoir, selon la terminologie officielle. Mais les centres de pouvoir, c'est là où il y a les villes, c'est les capitales pour l'essentiel des pays. Pour la France, c'est Paris, le centre de pouvoir. Pour la Russie, c'est Moscou. Pour les États-Unis, c'est Washington. Donc c'est là où il y a le maximum de population qui serait immédiatement détruite par une explosion nucléaire, puisqu'elle n'aurait même pas le temps d'aller se protéger, outre qu'il n'y aurait pas des endroits suffisants, bien sûr pour qu'elle aille se réfugier, mais en plus elle n'aurait même pas le temps, et donc serait immédiatement détruite par ces missiles-là. On peut aussi avoir des accidents, il y en a eu, notamment il y a déjà quelques dizaines d'années en arrière, où un avion transportant des missiles nucléaires, un avion américain, s'est scratché au-dessus d'une plage en Espagne avec des bombes nucléaires dedans. Et par chance, parce que ce n'est pas d'autres mots qui peuvent être utilisés, les bombes nucléaires n'ont pas explosé. Parce qu'il y a plusieurs niveaux de sécurité sur une bombe nucléaire avant qu'elle s'enclenche de manière toute seule. Et on était arrivé au dernier niveau. Le dernier niveau ne s'est pas enclenché. Il y avait 6 niveaux de protection. Mais c'est de la chance. Le 6e niveau aurait pu se déclencher et la bombe exploser. Et là encore, détruire toutes les populations vivant autour de l'endroit où il y a eu cette bombe-là, répandre bien sûr après de la radioactivité, entraîner des morts non seulement immédiatement, et c'est là aussi une différence importante par rapport à l'utilisation d'une autre arme, avec des explosifs, on va dire, conventionnels. On tire avec un fusil, la personne elle est morte, il n'y a pas d'autres conséquences collatérales immédiates. Avec la bombe nucléaire, on tue des gens immédiatement, en nombre bien plus important, mais aussi les survivants qui sont beaucoup plus loin, qui ont seulement reçu de la radioactivité, ont leur ADN qui est modifié et qui peuvent aussi, après, au moment où ils ont des enfants, que leurs enfants, eux aussi, soient morts, soient handicapés, aient des problèmes de santé énormes, des cancers multiples, suite à l'explosion qui a eu lieu et qui a touché leurs parents ou leurs grands-parents. Et ça, c'est vraiment une spécificité de la radioactivité et donc des bombes nucléaires par rapport aux autres utilisations d'armement. Bien évidemment, ce n'est pas pour justifier n'importe quel armement. Mais ça aussi, il faut en avoir conscience que l'arme nucléaire, dans sa fabrication, déjà, même sans son utilisation, développe des cancers, favorise des cancers qui touchent le personnel qui fabrique ces armes-là, les personnes qui vivent autour des sites où se fabriquent ces armes-là, mais aussi les générations suivantes de ces personnes-là. Ça a été le cas autour des explosions nucléaires, des essais nucléaires notamment, puisque quand on fait un armement, on fait des tests. Donc, pour les armes nucléaires, on fait faire des explosions nucléaires, des bombes qui, là encore, étaient de plusieurs fois celles d'Hiroshima pour les tester. La plus forte explosion nucléaire faite par la France pour tester ses armes faisait 174 fois la bombe d'Hiroshima. Alors bien sûr, pas au-dessus d'une ville, mais au-dessus d'une zone quand même où à côté il y a des gens qui habitent, où il y a de la vie, donc une chaîne alimentaire, une nappe phréatique qui après peut transporter cette radioactivité et atteindre les populations aux alentours. Et donc voilà,
l'arme nucléaire tue même quand elle n'est pas utilisée. Et ça aussi, c'est quelque chose dont il faut avoir conscience et dont on parle très peu, parce que ça remettrait en cause cette arme-là, et donc les gouvernements des pays qui possèdent ces armes-là ne veulent en aucun cas qu'un débat s'ouvre sur ces conséquences que peuvent avoir l'arme nucléaire.